datée, si j'ai bien compris. Elle va nous en parler. Pour ça, elle a effectivement développé encore de nombreuses collaborations, notamment avec le Brésil. Voilà. Cécile, je te remercie d'avoir accepté de nous donner cet exposé. Je te passe la main tout de suite. Si tu trouves que j'ai oublié des points fondamentaux dans ton CV, tu les corrigeras. Et je te remercie. Ça va, je te remercie. Alors, je vais effectivement partager mon écran. Maintenant que je suis devenue grande spécialiste et que je sais comment est-ce qu'on met une souris pointeur laser. Voilà. Donc, effectivement, comme l'a rappelé Pierre, je vais vous parler plus particulièrement. Alors, attendez, ça bug un peu. Je vais y arriver. Non, c'est pas grave. Comment est-ce qu'on peut utiliser les sols tropicaux pour comprendre l'évolution de la biodiversité et surtout comment est-ce qu'on peut utiliser la méthode uranium-thorium autrement que ce qu'elle a été développée jusqu'à présent. Donc, je vais vous présenter des résultats qui proviennent donc effectivement du projet RECA qui a été financé par l'ANR. Donc, c'est les relations entre le changement climatique et la formation des latérites. Et je vais vous présenter plus particulièrement les résultats d'une étude avec mes collègues brésiliens, donc avec São Paulo, Manaus et puis Brasilia. Et je vais aussi vous présenter les résultats des collaborations interdisciplinaires avec l'Institut physique nucléaire et aussi avec mes collègues d'ISTER. Donc, effectivement, moi, je m'intéresse depuis maintenant quelques années aux sols tropicaux, donc à la zone intertropicale, comme on peut le voir sur cette image. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout au début, j'ai travaillé énormément sur les chaînes de montagne en développant le thermochronomètre uranium-thorium pour comprendre la formation et l'évolution des chaînes de montagne. Et puis, je me suis vraiment intéressée à ce qui se passait dans les zones à très faible relief, donc où on a très peu de topographie. Et dans ces cas-là, on ne va pas avoir d'érosion, mais on va surtout avoir de l'altération. Donc, l'idée, c'est d'aller regarder les sols tropicaux pour pouvoir caractériser leur évolution temporelle et en quoi ces sols tropicaux sont des archives climatiques, environnementales et aussi géodynamiques. Donc, dans cette zone intertropicale, donc qui représente un tiers de la surface continentale, on va avoir des développements de sols tropicaux rouges qui sont caractéristiques et c'est très important puisqu'ils représentent 80% en volume des sols. Donc, dans cette zone, à part dans les chaînes de montagne, on va avoir énormément d'altération et très peu d'érosion, ce qui nous permet la préservation de ces sols très épais. Donc, comment est-ce que ça se forme? Très simplement, donc il y a un modèle simple où vous allez altérer à cause de l'eau qui va être relativement chaude, relativement acide, et donc vous allez lessiver les minéraux. Et donc, au fur et à mesure du temps, vous allez faire des sols qui vont être enrichis en minéraux secondaires, très riches en aluminium, en fer. Et donc, vous allez avoir, avec le temps, un sol qui va être compartimenté minéralogiquement. Et donc, ces sols latéritiques, ils ont des particularités très importantes, c'est qu'ils vont être très pauvres en nutriments, puisqu'au fur et à mesure de l'altération, vous allez lessiver les nutriments, mais vous allez pouvoir incorporer dans ces sols latéritiques de nombreuses ressources, telles que les métaux, les fers, l'aluminium et aussi les terres rares. Donc, on va avoir des sols tropicaux qui vont être extrêmement épais, qui peuvent aller jusqu'à 100 mètres, 150 mètres de profondeur, donc qui représentent bien l'ensemble de la zone critique. Donc, des sols très pauvres en nutriments qui vont être aussi des ressources minérales et qui vont aussi être caractérisés par la présence de minéraux supergènes secondaires, donc des minéraux que l'on va former pendant l'altération, tels que l'hématite et la goethite qui vont donner la couleur caractéristique rouge aux sols tropicaux. Donc, vous avez ici une image d'un sol tropical, donc d'une latérite, avec son sol, son substricto par-dessus. Et donc, on va avoir des sols qui vont être plus ou moins épais en fonction de la roche-mère, du temps, depuis quand elles se sont formées, et qui vont être formés, je vous l'ai dit, de minéraux secondaires, tels que les hématites et les goethites, mais aussi des kaolinites. Donc, vous avez ici, sur cette photo, on voit très bien un enrichissement ici en goethite que l'on va pouvoir trouver dans ces sols. Donc, on va avoir avec le temps des sols qui vont être très profonds, qui vont se développer, et puis par-dessus, on va avoir vraiment le sol sur lequel on va avoir la végétation qui va se développer. Donc, ces sols vont se former dans des conditions climatiques vraiment particulières et vont être préservés dans le temps. Donc, une autre chose qui est très importante de voir, c'est qu'il y a des relations entre la position de la biodiversité
et la zone intertropicale. Donc ici, vous avez une carte qui représente l'évolution de la biodiversité ou la quantité de biodiversité pour les vertébrés. Et donc, on voit que ces vertébrés, la biodiversité est beaucoup plus importante dans la zone intertropicale. Donc, ce qui est important de voir, c'est que, de faire le lien, c'est qu'on va avoir une biodiversité qui va être extrêmement importante, mais pourtant, on va avoir des sols qui vont être très, très pauvres. Et donc, comme je vous ai dit, on va pouvoir former ces sols tropicaux dans ces paysages particuliers où vous allez vraiment avoir une relation entre le sol, la roche-mère, le sol et les plantes et les animaux qui vont se développer et s'adapter au changement de ces sols tropicaux. Donc, vous avez ici des images dans une mine de Carajás au Brésil, qui est assez connue, dans laquelle on a des profils qui sont exploités comme ressources, ici pour des ressources en fer. Donc, ce qui est aussi très important de voir, c'est qu'on a vu que ces sols tropicaux sont extrêmement pauvres en éléments nutritifs, mais cependant, ils ont une biodiversité qui est extrêmement importante. Et ici, moi, je vais m'occuper plus particulièrement de faire la relation entre l'évolution des sols et la spéciation des vertébrés. Donc, en fait, on a une grande hypothèse qui a été émise par les biologistes qui permet de pouvoir comprendre quelles sont les sources de diversification des espèces. Donc, au début, vous allez avoir une population très simple qui va vivre sur un territoire, et puis après, on va avoir une barrière qui va pouvoir se former. Donc, par exemple, la rétraction des forêts tropicales en fonction des changements climatiques, mais aussi parce que vous allez avoir une rivière qui va se développer et qui va couper deux territoires. Donc, au fur et à mesure du temps, comme les espèces ne vont pas pouvoir se reproduire en fonction des territoires, ils vont pouvoir être isolés et se reproduire et donc former deux espèces. Et puis, les rivières peuvent disparaître, la forêt tropicale peut revenir, et donc après, on va avoir des espèces qui vont pouvoir se remélanger et vivre sur le même territoire. Et donc, on a besoin de pouvoir vraiment comprendre, pour comprendre l'évolution de cette biodiversité, quel est l'impact des fleuves ou de la tectonique qui va pouvoir former des territoires différents dans le temps et donc qui va permettre l'allopatrisation des espèces. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut caractériser les temps dans lesquels les rivières vont pouvoir se former et donc faire les liens avec les espèces et leur évolution dans le temps. Donc, on a une relation qui va être très forte entre l'évolution de la surface terrestre, donc du paysage terrestre, et donc la spéciation des vertébrés. Et donc, la grande question, c'est de savoir comment est-ce qu'on est capable de pouvoir dater les évolutions du landscape, du paysage terrestre dans le temps, et plus particulièrement dans la zone intertropicale où on a seulement cette couverture latéritique qui s'est développée. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir caractériser ces sols tropicaux. Donc, vous avez ici une image caractéristique modèle d'un sol tropical sur lequel vous avez la roche-mère. Et donc, sur cette roche-mère, on l'a dissoute et puis on a formé et compartimenté notre sol latéritique. Donc, par-dessus, on va avoir une saprolite qui va être extrêmement riche en argile. Et puis, on va avoir par-dessus ce qu'on appelle une duricrust latéritique. Donc très très riche, soit en hématite, soit en goethite. Mais une fois qu'on a formé ce profil latéritique, donc ça prend quelques millions d'années, comme ces sols vont pouvoir rester pendant des dizaines ou des centaines de millions d'années à la surface, si on a la nappe d'eau qui va remonter, comme vous avez ici sur ces traits, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir reprécipiter des nouvelles générations d'hématites ou de goethite. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser ces sols pour pouvoir avoir des informations sur la paléogéographie. Donc, tout d'abord, on peut faire quelques hypothèses. Donc, tout d'abord, quand on fait de l'altération, c'est qu'on est dans un processus de surface. Donc, ça veut dire qu'on ne fait pas de sédimentation et donc on est dans ce qu'on appelle une position en upland. Donc, c'est-à-dire qu'on va jamais avoir un lac par-dessus, on va toujours être à la surface. Et donc, avec le temps, on va pouvoir produire soit des duricrusts latéritiques très riches en fer, qui vont être la partie superficielle de ce profil, mais on peut aussi avoir ce qu'on appelle des enrichissements en fer, qui vont être dus au battement de la paléoposition de la nappe d'eau dans le temps, où on peut avoir aussi des roches sédimentaires qui vont être remplies de goethite, plus particulièrement, et qui vont aussi être liées au lessivage et à la précipitation de goethite dans le temps. Donc, on peut utiliser ces sols puisque ça va nous donner des informations sur leur position paléogéographique à un moment donné. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que l'hématite et la goethite sont
des proxys climatiques. En effet, vous avez ici une image d'une durée crust que l'on a trouvée en Amazonie centrale. Vous voyez deux grandes générations de ces minéraux secondaires, l'hématite plutôt rouge et la goethite qui va être plutôt orange. Et donc, on voit qu'on a une hématite primaire qui a été précipitée et puis un deuxième événement qui arrive et qui va reprécipiter des goethites. Et donc, quand on fait de la minéralogie haute résolution, on voit aussi qu'on a une hématite et une deuxième génération de goethite, donc d'hydratation de la goethite, de l'hématite en goethite. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hématite va cristalliser plutôt dans un climat à saison contrastée, puisqu'on va avoir précipitation de goethite qui va se déshydrater en hématite, alors que la goethite va cristalliser dans un climat plutôt humide. Et donc, en datant les hématites ou les goethites, on va avoir comme ça accès à un proxy climatique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir caractériser la séquence de cristallisation de ces minéraux. Donc, vous avez ici, dans cette durée crust, vous allez pouvoir trouver de l'hématite et de la goethite. Et puis, dans les niveaux d'enrichissement riches en fer, on va surtout trouver de la goethite, mais qui peut aussi se transformer en hématite. Mais on va rester simple. Dans la durée crust, on va avoir de l'hématite et de la goethite, alors que dans les niveaux d'enrichissement, on va avoir de la goethite. Donc, lorsqu'on va développer à un temps T ce profil latéritique, on va pouvoir commencer à former cette durée crust et donc on va cristalliser des hématites et des goethites. Et puis, comme le sol va rester en contact avec l'atmosphère, et donc on va avoir des pluies qui vont arriver, qui vont continuer de lessiver, ou on va avoir la nappe d'eau qui va remonter, on va pouvoir avoir une deuxième phase d'altération. Donc, on va dissoudre ces oxydes de fer et cristalliser les nouveaux oxydes de fer. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle une ouverture du système et cristallisation de phase secondaire. Et donc, comme ce profil va rester à la surface, malheureusement, et ça peut se passer plusieurs fois. Donc, ce qui est important de voir, c'est que la précipitation de ces minéraux, puisque c'est à la surface et des processus supergènes, ça va être très fortement lié à la géodynamie, qui va permettre de pouvoir être en position supérieure et d'altérer, mais aussi au climat. Donc, on va pouvoir trouver des relations entre formation de ces minéraux et grands changements climatiques, qui va nous permettre d'avoir le niveau de la nappe d'eau qui va être très important, très haut. Pardon. Donc, ce qui est important quand on parle de climat, ce n'est pas uniquement la température et la quantité d'eau, ça va être aussi le niveau marin qui va être lié au niveau des nappes d'eau sur l'ensemble du territoire. Et donc, quand on veut essayer de comprendre et de caractériser la formation de ces minéraux supergènes dans le temps, on va pouvoir utiliser plusieurs méthodes de datation. Donc, on peut utiliser l'OSL, qui est une méthode sur les quartz ou les phosphates qui nous permettent de pouvoir dater par lumière optiquement stimuler la formation, en tout cas le blanchiment de ces quartz ou de ces phosphates. Et on peut aussi utiliser les isotopes cosmogéniques, et donc de pouvoir caractériser et avoir accès à des âges sur la partie supérieure du profil. Donc en général, ces méthodes permettent de pouvoir remonter à des temps autour du quaternaire, donc pas plus vieux que 2,5 millions d'années. Et donc on aura une idée, une partie supérieure de l'histoire de la formation de ces profils. Donc l'idée, c'est de pouvoir développer de nouvelles méthodologies ou des méthodes qui existent déjà et les convertir sur d'autres formes de minéraux pour pouvoir avoir accès à l'ensemble de l'histoire de ces sols latéritiques. Donc il existe plusieurs méthodologies telles que le potassium-argon, l'argon-argon, le paléomagnétisme, l'EPR sur les kaolinites, l'uranium, thorium, hélium qui va nous donner accès à l'histoire plus ancienne que ce que peut nous donner l'OSL ou les isotopes cosmogéniques. Et donc, moi, je vais vous parler plus particulièrement d'uranium, thorium, hélium, qui était une méthode, comme je vous l'ai dit, qui a déjà été développée depuis maintenant beaucoup plus d'un siècle, puisque les premières applications d'uranium, thorium, hélium datent de 1904, où ils ont testé sur des minéraux, puis ça ne marchait pas trop, donc ça a été un peu abandonné. Et donc, il y a eu un renouveau de cette méthode dans les années 1980, où les gens ont travaillé plus particulièrement sur l'apatite pour dater la formation des chaînes de montagne. Et puis, au fur et à mesure du temps, ils se sont aperçus qu'on peut utiliser cette méthode sur plusieurs minéraux. Donc, le premier avantage, c'est que c'est une méthode qui va être plus adaptée à tout ce qui est plus vieux qu'un million d'années. Et le principe de cette méthode est exactement la même, peu importe les minéraux que l'on va utiliser. Et je vais vous expliquer ça juste après. Donc, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des cristaux. Donc, ça, c'est le plus important, sur lesquels on va pouvoir dater. On a besoin d'avoir suffisamment d'uranium et de thorium pour pouvoir le mesurer et donc
de l'hélium et d'être sûr que l'hélium va être retenu dans le minéral. Donc en général, on n'utilise pas cette méthode pour tout ce qui est argile parce que l'hélium étant un gaz qui est tout petit, eh ben, il va diffuser et donc pas être retenu dans la structure cristalline des argiles. Mais on va pouvoir utiliser ça soit dans l'hématite, soit dans la goethite. Et donc, dans le principe de cette méthode, peu importe le minéral, hein, c'est toujours la même chose. Vous allez avoir de l'uranium, du thorium et du samarium qui vont se trouver dans le réseau cristallin de l'hématite et de la goethite, qui vont se désintégrer dans le temps pour pouvoir donner les isotopes du plomb. Et donc, on va avoir la désintégration alpha qui va émettre un noyau d'hélium. Et donc, ici, par exemple, vous avez une image, vous avez un cristal de goethite dans lequel vous allez avoir les points blancs, ça va être l'uranium, le thorium ou le samarium. Et donc, lorsque vous allez avoir une désintégration alpha, la particule alpha va être émise avec une énergie cinétique qui est relativement importante et donc ça va faire un trajet avant de s'arrêter et de devenir un atome d'hélium. Et puis, au fur et à mesure du temps, comme l'hélium étant un gaz rare, il va se mettre dans la structure cristalline et puis, en fonction de la température, il va pouvoir vibrer dans son site d'insertion. Et donc, l'hélium étant un petit gaz, il va pouvoir diffuser et faire quelques sauts aux alentours de son site d'insertion. Et donc, on a besoin de connaître parfaitement les coefficients de diffusion de l'hélium dans les minéraux pour être vraiment sûr que ce qu'on date a une signification géologique, que donc l'hélium est bien retenu dans la structure cristalline du minéral. Et donc, on va pouvoir, comme ça, faire des modélisations. Et donc, vous voyez ici, vous avez une particule d'hélium qui va diffuser dans une structure d'hématite. Et donc, vous voyez que l'hélium va diffuser sur quelques angstroms. Mais comme on a des échelles de temps qui vont être extrêmement importantes, et bien, à la fin, on va pouvoir diffuser sur des échelles du nanomètre ou du micromètre en fonction de la température. Donc, ce qui est important, c'est d'être vraiment sûr que l'on va retenir l'hélium. Ce qu'on peut s'interroger aussi, c'est de voir que ces minéraux, on voit bien qu'en fait, ils sont polycristallins. Donc, les hématites et les goethites, peu importe les endroits dans lesquels on va les échantillonner, ils vont toujours être polycristallins, donc faits de l'agglomération de petits cristallites qui vont faire de 10 nanomètres pour ce qu'on va trouver dans les sols tropicaux jusqu'à 1 micromètre dans d'autres cas. Donc, on a vraiment besoin de comprendre comment l'hélium va être retenu dans ce minéral. Donc, à la base, vous avez ici une image de comment l'hélium va pouvoir diffuser. Donc, vous avez ici un gros cristal dans lequel on va avoir ce qu'on appelle un domaine de diffusion qui va être très simple. Donc, l'hélium va être produit et puis avec la température, il va avoir tendance à sortir et à diffuser à l'extérieur du minéral. Donc, ça, c'est un cas qu'on a typique dans des minéraux comme l'apatite ou le zircon, qui sont les minéraux qu'on utilise normalement pour cette méthode de géochronologie. Mais quand on va aller travailler sur les hématites ou les goethites, en fait, comme ça va être fait de l'agglomération de plein de petits cristaux, quand on réalise des expériences de diffusion, on voit qu'on a des signaux de diffusion qui sont hyper complexes à enregistrer. Donc, vous voyez ici, quand on a un cristal de diffusion et qu'on réalise des expériences de diffusion, l'ensemble des points vont s'aligner sur une droite où vous avez D sur A carré, A étant la taille du domaine de diffusion, divisé par 1 sur la température. Donc, quand on a un beau minéral, tout est simple. Et puis, dès qu'on va aller travailler avec des hématites ou des goethites, tout va être beaucoup plus compliqué, puisque en fait, on va avoir l'agglomération de ces plein de petits cristaux. Et donc, déterminer les coefficients de diffusion dans ces cas-là est vraiment très complexe. Et donc, pour être vraiment sûr de savoir qu'est-ce qu'on date, on a besoin de savoir l'impact de la taille du domaine cristallin sur la rétention d'hélium et donc sur les âges hélium. Donc, parce qu'on veut être vraiment sûr que l'âge que l'on obtient, c'est l'âge de précipitation, de cristallisation de ces hématites ou de ces goethites dans les sols tropicaux. Et donc, une façon de faire, c'est de pouvoir utiliser les outils de la physique et donc plus particulièrement les calculs ab initio qui ont été développés à la base par les chimistes théoriciens. Et donc, à Paris-Saclay, on a des équipes qui travaillent en chimie théorique sur l'utilisation de ces calculs ab initio, mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Donc, on va pouvoir construire un réseau cristallin par ordinateur. Et donc, en utilisant des supercalculateurs, on va pouvoir résoudre les équations de Schrödinger et donc calculer les coefficients de diffusion de l'hélium dans les minéraux qui nous intéressent. Donc, le principe va être très simple. On va construire ce réseau cristallin par ordinateur. Donc, ici, vous avez le cristal d'une hématite.
donc qui est hexagonale, et donc on va aller chercher où sont les sites d'insertion de l'hélium. Donc vous avez ici un atome d'hélium, et donc on va pouvoir faire tous ces calculs, résoudre toutes les équations de Schrödinger et calculer l'énergie qu'il faut à un atome d'hélium pour rester dans son site d'insertion. Et puis, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va chercher tous les différents sites d'insertion. Et donc, on sait que l'hélium va pouvoir diffuser comme ça, en sautant d'un site à un autre site, en fonction d'une énergie de ce qu'on appelle le jump entre les différents sites d'insertion. Et donc, ce qu'on va faire avec les calculs, c'est qu'on va lui demander d'aller d'un site à un autre site et donc de calculer l'énergie qu'on a besoin pour passer d'un site à un autre site. Et donc, en 3D, cette énergie, ça va être quoi? Ça va être l'énergie d'activation de l'hélium pour passer d'un site à un autre site. Et donc, on va utiliser des codes Monte Carlo, donc on va répéter un certain nombre de fois pour pouvoir calculer la trajectoire de diffusion de l'hélium à une certaine température. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir utiliser l'équation d'Einstein et reconstruire la distance moyenne de diffusion en fonction du coefficient de diffusion. Donc, on va répéter ça à plein de températures et donc obtenir le coefficient de diffusion pour les minéraux. Donc, on a maintenant le coefficient de diffusion pour un minéral avec une certaine pour toutes les températures. Et donc, on va pouvoir calculer et vérifier si l'hélium est bien retenu dans nos minéraux. Donc, vous avez ici un exemple. Donc, vous avez la température en fonction du temps. Donc, on va dire qu'on va avoir une hématite qui va cristalliser il y a 20 millions d'années à la surface, à 20 degrés, et que ce minéral va rester à 20 degrés pendant tout le temps de son histoire thermique. Et donc, vous avez ici la quantité de perte d'hélium en fonction de la taille du domaine des cristallites dont je vous ai parlé. Et donc, vous voyez que si on a des cristaux qui sont très gros, pas de problème, tout l'hélium est retenu. Mais dès qu'on va avoir des cristaux qui vont être tout petits, et c'est ce qu'on a dans les sols tropicaux, eh ben, on va avoir une perte d'hélium par diffusion. Donc, sans rien faire, même avec un cristal qui reste à la surface pendant 20 millions d'années, on sait qu'on va perdre à peu près 10% du gaz. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on applique une correction autour de 10%, plus ou moins 10% sur notre âge, qui nous permettent de vraiment être sûrs et englober l'ensemble des phénomènes et de perte d'hélium dans nos minéraux. Et donc, maintenant, on va pouvoir aller appliquer ces méthodes. Donc, on connaît très bien comment ça se forme, on connaît très bien comment l'hélium est retenu, et donc on va voir quelles informations on peut avoir. Donc, vous avez ici l'image du bloc qu'on a vu jusqu'à présent, où on a échantillonné les hématites et les goethites dans les différents endroits. Donc, on va avec un micro-drill aller caractériser et échantillonner spécifiquement. Et donc, on va avoir des cristaux de goethite qui sont ici plutôt jaunes, et puis les cristaux d'hématite qui vont être ici plutôt pourpre à rouge. Et donc, on va les emballer dans des toutes petites capsules qui font 1 mm sur 1 mm, puisqu'on travaille sur une échelle entre 10 microgrammes et on va dire 200 microgrammes. Donc, on a des tout petits minéraux. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les dégazer très gentiment à moins de 1000 degrés pour que l'hélium sorte de notre cristal. Une fois qu'on a dégazé le cristal, donc on a analysé la quantité d'hélium dans nos minéraux, on va pouvoir les dissoudre. Et une fois qu'ils sont dissous, on va pouvoir les analyser avec une ICP-MS. Donc, on a la concentration d'hélium, la concentration d'uranium, thorium et samarium, ce qui nous permet de pouvoir calculer un âge sur lequel on va rajouter 10% à cause de la perte d'hélium. Et donc, voici les types de résultats qu'on peut obtenir. Donc, vous avez ici les âges pour les hématites. Donc, on voit qu'on a des âges autour de 4, 5, 6 millions d'années. Donc, on a un âge qui est relativement homogène. Et puis, quand on va regarder la goethite, donc on sait que pétrologiquement, elle est plus jeune. On a des âges qui sont effectivement plus jeunes, autour de 2 millions d'années. Mais on voit aussi que des fois, on peut avoir des âges qui sont plus vieux. Et donc, on a besoin de caractériser, d'être vraiment sûr de qu'est-ce qu'on date. Et donc, comme on sait que quand on échantillonne, on n'est pas capable d'aller à l'échelle de 100 microns ou beaucoup plus petit, potentiellement, on peut avoir des mélanges entre des âges vieux ou des âges jeunes, entre des goethites et des hématites. Et donc, on va utiliser un traitement statistique qui nous permet de pouvoir être vraiment sûr de qu'est-ce qu'on date. Donc, vous avez ici le résultat pour tous les... On a analysé 2 blocs sur lesquels on a caractérisé les hématites et les goethites. Et on va pouvoir reporter les données dans un diagramme hélium versus uranium et thorium.
Donc, en rouge, vous avez les gutites, les hématites, et en blanc, vous avez les gutites. Donc, on voit qu'on a quelques gutites qui sont très vieilles, quelques hématites qui sont très vieilles, je vais y arriver, quelques hématites qui sont beaucoup plus jeunes, et puis on a ces gutites qui sont aussi beaucoup plus jeunes, et on voit qu'on a des âges mélanges entre les populations de gutites et d'hématites, les hématites vieilles et les hématites jeunes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer les échantillons qui représentent des mélanges de phases entre une hématite vieille et une gutite jeune pour être vraiment sûr de la représentativité de l'âge et de son information géologique. Et donc, voilà, on sait comment est-ce qu'on fait. Donc maintenant, je vais vous montrer une application de comment est-ce qu'on peut utiliser ces données, et plus particulièrement sur le bassin de l'Amazone. Donc, pourquoi aller travailler sur le bassin de l'Amazone? Donc, tout d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que ce bassin est dans les conditions intertropicales, dans la zone intertropicale depuis la fin du Crétacé. Donc, on sait qu'on n'a pratiquement pas bougé et qu'on est dans un climat favorable depuis le Crétacé. Une autre chose très importante, c'est on sait qu'on a eu des contractions et des extensions de la forêt tropicale dans le temps à cause des changements climatiques. Et on sait aussi qu'on a l'influence de la chaîne andine sur la stabilité de ce craton amazonien. Donc, on a énormément de paramètres qui ont pu affecter la biodiversité et permettre la biodiversité et son expansion dans le temps. Une autre chose qui est très importante de voir en Amazonie, c'est le rôle des rivières sur la promotion de la biodiversité. Donc, vous avez ici une image caractéristique de dauphins d'eau douce qu'on trouve dans les rivières de l'Amazone qui sont caractéristiques. Et donc, on va avoir des dauphins plutôt gris ou des dauphins plutôt roses qui vont vivre dans différentes zones de ce bassin amazonien. Donc, si on a des dauphins d'eau douce, ça veut dire qu'à un moment, on devait avoir la mer qui était là, qui a permis que les dauphins rentrent, et puis la mer a dû partir. Et donc, les dauphins ont dû s'adapter pour pouvoir vivre dans ces rivières. Donc, juste la présence de ces animaux nous permet de montrer qu'il y a une évolution très importante de la paléogéographie de ce bassin amazonien. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent en Amazonie, puisque c'est vraiment une des zones emblématiques de la biodiversité dans le monde. Et donc, je vais vous présenter les résultats qu'a obtenus l'équipe de Karina Horn, qui a permis de pouvoir comprendre vraiment comment est-ce que ce bassin a forcément évolué dans le temps. Donc, on sait qu'à la fin du Crétacé, jusqu'à l'Éocène, on avait un bassin qui était très, très grand. On avait les Andes qui n'étaient pratiquement pas développées. Et puis, en fait, il n'y avait pas de fleuve Amazone à proprement parler, puisqu'il n'y avait pas de fleuve qui traversait. Et donc, toute l'eau et toutes les rivières allaient se déverser dans le nord. Et donc, tous les sédiments arrivaient par là. Et donc, on avait un système d'un bassin amazonien qui était très développé. Et puis, entre 33 et 23 millions d'années, on avait toujours pareil, un bassin qui était très développé, beaucoup de sédimentation, et on a eu l'arrivée d'un début de mer dans le centre de ce bassin. Et puis, entre 23 et 10 millions d'années, on a eu plusieurs arrivées d'eau marine, et donc ce qu'on appelle le système de Pébas, qui était très, très développé sur toute la zone, dans laquelle on a eu évidemment nos dauphins qui sont arrivés. Et puis, on sait pour sûr que depuis 10 millions d'années, en fait, on a eu ce qu'on appelle la transcontinentalisation. Désolée, j'ai beaucoup de mal à le dire. Et donc, c'est à partir de 10 que le fleuve Amazone a commencé à se développer et à passer de l'ouest à l'est. Donc, il y a tout un débat sur le fait que potentiellement, en fait, la transcontinentalisation a commencé bien avant, mais on sait pour sûr que depuis même 7 millions d'années, on a une énorme arrivée de sédiments qui proviennent des Andes et qui se déversent dans l'océan Atlantique. Donc, on voit, désolé, il y a des travaux à côté, qu'on a des rivières qui ont bougé de position. On a même vu qu'il y avait la mer qui était là à un moment. Et donc, tout ça, évidemment, va favoriser la spéciation des espèces.
Et donc, moi, ce que je vais vous montrer, c'est un exemple ici en Amazonie centrale de comment est-ce qu'on peut utiliser ces sols tropicaux pour avoir des évolutions sur des informations sur la paléogéographie. Et donc, ce qu'on va faire, c'est de comparer les résultats qui sont obtenus par les études de biologie et puis nous, ce qu'on peut obtenir en travaillant sur les sols tropicaux. Donc, je vais juste vous présenter deux exemples qui ont été publiés dans la littérature que je trouve absolument incroyables. Donc, le premier, c'est sur des anguilles. Donc, en Amazonie, on a des anguilles qui vont émettre jusqu'à 860 volts. Donc, c'est vraiment des espèces un petit peu dangereuses qui vivent sur des... Donc, on a 3 espèces qui vivent sur des territoires légèrement différents. Et donc, en utilisant l'horloge ADN, les biologistes sont capables de montrer que ces espèces d'anguilles ont commencé à se diversifier autour de 7 millions d'années. Donc, le moment où on sait qu'on a eu la transcontinentalisation, excusez-moi, et puis beaucoup plus récemment, autour de 3 millions d'années. Un deuxième exemple, c'est d'utiliser cette fois-ci des oiseaux qui vivent sur différents territoires en Amazonie. Et c'est des oiseaux qui ont la particularité de ne jamais vivre sur des endroits qui sont des fois ennoyés. Donc, c'est très important, parce que ça va nous donner plein d'informations. Donc, vous voyez que toutes ces espèces vivent sur des territoires vraiment bien distincts et qui sont séparés par des grandes rivières. Donc, les biologistes, en utilisant l'horloge ADN, montrent que l'ensemble de ces espèces commence à diverger autour de 3 millions d'années. Donc, on retrouve encore les mêmes informations, 3 millions d'années avec les anguilles. Et puis, on sait que toute la diversification arrive à moins d'1 million d'années. Donc, on a des âges qui sont donnés par la biologie. On a des âges par l'évolution globale du bassin amazonien. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut dater en regardant ces sols tropicaux. Donc, on va aller plus particulièrement à côté de Manaus, entre Manaus et Manacapuru, sur lequel on va trouver des sols crétacés qui viennent qu'on appelle Alter de Chão, qui doivent être quelque chose comme crétacé à paléogène, mais on ne sait pas bien exactement à la fin, parce que c'est des sédiments qui sont très oxydés, et donc on a très peu de pollen qui nous permettent de dater ces sols. Et puis par-dessus, à un moment, vers le néogène, on commence à développer à l'ouest des sédiments du bassin Solimoes, et puis à l'est, ici, des sédiments de la formation Novo-Romenso. Et donc, vous voyez qu'on a des roches sédimentaires qui ne sont pas toujours développées dans le temps, donc on a des hiatus qui nous permettent d'avoir peu d'informations et qui ne sont pas très bien datées. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dater les sols tropicaux qui vont se développer soit sur ces roches d'Alter do Chão, soit sur les roches de Novo-Romenso qui vont se développer, se déposer sur cette formation crétacée. Donc, on a échantillonné des produits de l'altération supergène, donc du recross latéritique et aussi les niveaux d'enrichissement dont je vous ai parlé à cause de la position de la nappe d'eau dans le temps. Et donc, vous avez ici un profil synthétique d'un affleurement à côté du rio Solimoes, sur lequel on a notre roche Alter de Chão, sur lequel on va trouver une durée creuse. Et puis, on va trouver aussi des enrichissements, vous voyez, de fer que l'on a pu caractériser et dater. Et puis, par-dessus, au-dessus de cette formation Novo-Romenso qui se dépose sur les latérites, on va avoir 2 niveaux d'enrichissement en fer, comme vous pouvez voir sur cette photo. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que Alter do Chão doit être quelque chose comme crétacé paléogène, donc entre 110 et 50 millions d'années, et que par-dessus, on a mis cette formation Miocène, on ne sait pas exactement quand, et puis on a reformé des niveaux d'enrichissement en fer tout au-dessus de ce niveau. Donc, on échantillonne différents types de roches, soit des niveaux latéritiques, soit des niveaux d'enrichissement liés à la position de la nappe d'eau. Et donc, on va pouvoir aller dater ces différents niveaux. Donc, on a daté celle du Recross qui se trouve ici, donc qui doit être donc plus jeune que le Crétacé et plus vieille que le Miocène. Donc, vous avez ici les âges uranium, thorium, hélium qui vont varier entre 18 et pratiquement 30 millions d'années. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on sait que cette zone-là
il y avait de l'altération depuis au moins 30 millions d'années et le développement d'un profil latéritique. Et puis, ça s'arrête et qu'on n'a pas d'âge plus jeune que 18 millions d'années. Et ça, c'est tout à fait en accord avec cette roche Novo Romanzo qui doit être Miocène. Donc, Miocène, ça va de 20 jusqu'à 5 points quelque chose millions d'années. Et puis, par-dessus cette roche, on va pouvoir aller voir les âges que l'on obtient. Alors, pardon. Voilà. Et donc, on sait que ça doit être donc plus jeune que le Miocène, puisqu'ils vont se développer au-dessus de la série. Et donc, on obtient des âges entre 2 et 3 millions d'années. Et donc, c'est tout à fait logique par rapport au calendrier, ce qui nous permet de savoir que la formation Novo Romanzo, elle a commencé à se développer autour de 18 millions d'années jusqu'à 2-3 millions d'années. Et donc, on va pouvoir aller échantillonner comme ça d'autres sols. Et donc, ici, vous avez l'enrichissement en fer que l'on a daté au-dessus de cette Durécreuse, qui s'est développé aussi sur Alter de Chao. Et donc, ça, c'est un enrichissement qui est lié à la position de la nappe d'eau dans le temps. Et on obtient des âges entre 2 et 8 millions d'années. Et puis, on est allé 10 km plus loin et on a daté une Durécreuse. Donc, c'est les résultats que je vous ai déjà montrés. Et donc, en datant les hématites et les goethites, on voit que les âges vont varier entre 1 et 42 millions d'années. Donc, si maintenant on reprend l'ensemble des résultats qu'on a obtenus, donc on va séparer les Durécreuses, donc l'altération supergène à la surface, et puis les enrichissements qui vont être liés au battement de la nappe d'eau. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient qu'on voit deux grandes phases d'altération. Donc, tout d'abord, un développement de sol latéritique entre 42 et, on va dire, 20 millions d'années. D'abord, une cristallisation d'hématite, puis de goethite. Et puis, on voit un deuxième épisode qui va démarrer autour de 8 millions d'années. D'abord en hématite, puis en goethite. Donc, on sait qu'on a eu au moins deux grandes phases d'altération dans le temps. Et puis, des changements climatiques qui sont enregistrés par l'hématite ou la goethite. La deuxième chose, c'est qu'on sait qu'on a la position de la nappe d'eau qui était très haute dans le temps. Et plus particulièrement, dès 8 millions d'années, on a une nappe d'eau qui va revenir et qui est en accord avec les âges qu'on obtient sur les Durécreuses qui sont au-dessus. Donc, si maintenant on reprend, on regarde et plus particulièrement et qu'on fait le lien entre les âges qu'on obtient et la biodiversité, donc vous avez ici les âges fréquences d'hématite puis de goethite, et on voit qu'on a un grand changement entre hématite et goethite autour de 3 millions d'années. Et donc, pour pouvoir former de la goethite, ça veut dire que vers 3 millions d'années, on a commencé à avoir un climat qui était beaucoup plus humide. Et donc, si on a un climat qui est beaucoup plus humide, et donc on a plus d'eau dans les rivières, et donc on va former des rivières qui vont séparer les territoires sur lesquels les espèces vont se développer. Et vous voyez que ces âges sont tout à fait en accord avec ce qu'on obtient, ce qu'obtiennent les biologistes, qui montrent bien que c'est les grands mécanismes qui permettent de promouvoir la biodiversité, la spéciation. C'est donc ici le fait qu'on va faire des territoires qui vont bien être séparés. Et puis, on peut aussi reprendre l'ensemble de ces résultats et de voir qu'est-ce qui va se passer en Amazonie centrale et utiliser ces sols tropicaux comme des archives. Donc, tout d'abord, on a vu qu'on a eu beaucoup d'altérations et qu'on a de l'altération depuis au moins l'Éocène. Donc, on sait que cette zone-là était un point haut sur lequel on avait de l'altération depuis l'Éocène. Et donc, c'est tout à fait logique avec le fait qu'on avait deux territoires qui étaient séparés entre l'Est et l'Ouest. On était en position haute et donc on avait des sols qui se sont développés. Et donc, nos latérites qui se sont développés. Et puis, vers 20 millions d'années, vers 18 millions d'années plus particulièrement, on voit qu'on a cette roche de Novo Romanzo qui va commencer à arriver et il va se développer sur les échantillons. Et donc, on voit qu'ici, on n'est plus dans une zone où on fait de l'altération, on est dans une zone où on a des roches sédimentaires qui vont arriver. Et donc, on date plus particulièrement ces roches sédimentaires. Et au Quaternaire, qu'est-ce qui va se passer? On est de nouveau dans une position plus particulière où on a des grandes rivières qui se sont mises en place, que ce soit pour ce qu'on appelle le Rio Negro qui se trouve ici ou le Solimoes, qui vont se développer et nous permettre de pouvoir séparer
les territoires sur lesquels on va avoir la biodiversité qui va se développer. Donc, en conclusion, ce qui est important, c'est de savoir que ces minéraux supergènes renferment des informations climatiques et géodynamiques, que la géochronologie uranium-thorium-hélium permet de pouvoir faire plein de choses différentes. Donc, dans le cas de l'Amazonie centrale, on peut dater plus particulièrement les roches sédimentaires sur lesquelles on n'a pas de fossiles. On peut identifier 2 grandes phases d'altération dans le temps. On peut identifier des grands changements climatiques, et plus particulièrement autour de 3 millions d'années. Et on peut faire le lien entre l'altération et la reconstruction de la paléogéographie. Et pour finir, je pense que ce qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'on est capable de faire le lien entre l'évolution de la surface terrestre et la paléobiogéographie, donc de faire les liens entre les biologistes et les sciences de la Terre et de voir qu'on a les mêmes informations géochronologiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Cécile. Alors, je vous propose de poser des questions. Je vois Pierre-Henri Blard qui pose des questions. Je pense que Pierre-Henri, tu peux prendre la parole tout seul. Essaye. Voilà, c'est fait. Je t'en prie. J'ai la parole? Oui, vas-y. Merci beaucoup, Cécile. C'est super cool. Je suis content de voir qu'on peut dater ce genre d'archives en domaine continental et ces minéraux en particulier. J'ai raté le début de l'exposé. Désolé, j'étais à une autre réunion. J'ai mis tout le début, c'est là où j'ai mis tous les trucs super importants. Et justement, ma question porte peut-être sur ce que tu as dit au début. En termes méthodologiques, ouais. Je ne connais pas la concentration moyenne en uranium-thorium dans les hématites et les goethites. Donc, j'aimerais savoir quel est le range des concentrations et du coup, le corollaire de ça, de combien tu as besoin pour dater. Et est-ce qu'on pourrait imaginer le faire en in situ avec l'approche laser qu'on a au CRPG? Ouais. Donc, les concentrations sont relativement importantes. C'est assez facile de mesurer. On est entre 1 et entre 1 et 100 ppm d'uranium ou de thorium. J'ai même des fois eu 1% de thorium, donc ça dépend du protolithe qu'on altère. En général, on date entre du 10 microgrammes, donc c'est des grains qui font 100 microns sur 100 microns, jusqu'à 300 microns sur 300 microns, en gros. Et oui, c'est une des choses que je souhaite faire dans l'avenir, c'est de pouvoir dater ponctuellement les différentes générations. Après, il y a le problème de la rétentivité. Tu vois, j'imaginais les croûtes d'altération minéraux secondaires qui se trouvent à la périphérie des grains. J'en ai trouvé pas mal dans une carotte groenlandaise, dans les sédiments de base. Et ce serait vraiment génial qu'on puisse dater ce sol. Mais il n'y en a pas beaucoup. On le voit au MEB, c'est quelques microns d'épaisseur, quelques 20 microns d'épaisseur. Ça, c'est pas possible. En fait, le problème majeur, c'est que l'hélium est mis à plus de 15 microns de son père. Oui, il y a l'éjection alpha. Il y a l'éjection. Et donc, en fait, on a besoin d'avoir des minéraux qui font au moins 200 micromètres pour pouvoir pas avoir trop de pertes d'hélium par éjection. Donc, ça, c'est les croûtes les plus épaisses, les 50 microns. Et on a besoin d'avoir des cristaux qui sont cohésifs. Je ne sais pas si c'est pas très français ça. Voilà, qui sont tous bien ensemble et bien durs. Sinon, l'hélium s'en va. Donc, on en trouve quand même beaucoup des échantillons qui fitent ces critères. Mais ça se fait. Ouais. Mais il faut avoir au moins du 200 micromètres. D'accord. Ouais. En grains individuels, même la goethite bien rouillée, là, tu la mets sur le microscope et tu vérifies que tu as des grains automorphes de 200 microns. Alors, ils ne sont pas automorphes, parce que c'est fait de l'agglomération de milliards de tout petits cristaux qui font quelques nanomètres. Donc, j'avais mis une image tout au début. Donc, la rétention de l'hélium, pas de problème. L'hélium est très bien retenu dans ces minéraux, tant qu'ils sont relativement gros, donc tant qu'ils font plus que 10 nanomètres, ça marche bien. Donc ici, tu vois, c'est plein de tout petits cristaux. Quoi. Ok, mais c'est l'éjection alpha le problème majeur. Il faut trouver des Exactement. trucs. Ok, très bien. Merci. On ne t'entend pas, Pierre, je crois. Je ne sais pas si tu parles ou tu parles tout seul. J'avais du mal à trouver mon micro. Guylaine, s'il te plaît, pose ta question. Oui, bonjour. Déjà, bravo Cécile, parce que ça m'a beaucoup intéressée de voir cette application de l'uranium, thorium, hélium, qui est une application que je ne connaissais pas.
Donc voilà, merci. Et j'avais une question par rapport à ce que tu as présenté sur la diapo 16, je crois. Quand tu parlais de la diffusion de l'hélium, tu as détaillé ce qui se passait pour des minéraux qui restaient à la surface. Et il me semblait qu'on voyait un comportement différent pour les autres, mais que tu n'as pas détaillé. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots, s'il te plaît? Oui. Donc, en fait, l'idée, c'est de savoir si, par exemple, donc on fait un profil latéritique et puis on arrête l'altération et on va mettre des roches sédimentaires par-dessus. Donc, si on met des roches sédimentaires par-dessus et que l'épaisseur est suffisamment importante, on va réchauffer nos échantillons. Et donc, si on réchauffe à plus que 60 degrés ou même 80 degrés, eh ben, donc ça fait quelque chose comme 2-3 km de profondeur, 4 km de profondeur. Et ben, à ce moment-là, l'hélium qui est produit va diffuser. Et donc, on n'aura plus un chronomètre, mais on aura un thermochronomètre. On obtiendra l'âge à partir de quand ça refroidit. Oui, en fait, c'est relativement évident, mais je n'avais pas eu le temps de bien voir les graphes. Je suis désolée. Je ne parlais que de ce cas-là. Mais ouais. En fait, l'idée, c'est qu'on voulait explorer toutes les gammes sur lesquelles on est vraiment sûr que l'hélium est retenu dans ces minéraux. Parce que c'est la clé. Hein. Si l'hélium n'est pas retenu, l'âge qu'on obtient, ce n'est pas un âge géochronologique. D'accord, merci. Une question d'Ilham ensuite. Oui, moi je posais juste la question sur les bioapatites type dent, l'hydroxyapatite. Est-ce que cette méthode est applicable à ce type de matériau? Ouais. Alors ça a déjà été testé très souvent. Ça a déjà été testé. Mais en fait, le problème majeur des dents apatites, c'est que ça a une structure qui est poreuse. Et donc, comme c'est une structure qui est poreuse, en fait, on n'a pas un domaine de rétention unique. Et donc, ça ne retient pas très, très bien l'hélium. D'accord, merci. Donc, ça marche une fois sur quelques fois. D'accord, merci. Franck Poitrasson, s'il te plaît, vas-y Franck. Oui, bonjour. Merci Cécile pour cet exposé très attrayant. Une question de minéralogie en fait. Quand on regarde l'âge que tu as retenu de 3 millions d'années, on coïncide avec effectivement des âges qui ont été déterminés par des critères biologiques. Et quand on regarde tes histogrammes entre c'est beaucoup plus large que ça. Ouais. Alors, en fait, tu choisis de prendre l'âge qui correspond à la transition entre les deux minéraux, ou alors est-ce que c'est simplement l'âge qui correspond à ce que les biologistes ont déterminé par ailleurs? Ouais, alors en fait, dans le graphe que je vous ai montré après, j'avais mélangé tout ce qui était enrichissement en fer, les goethites des enrichissements du niveau de la nappe d'eau et les hématites qui ne viennent que des duricrustes. Donc on peut reprendre juste ce graphique où on a l'hématite dans la duricruste et la goethite dans la duricruste. Et là, on voit qu'on a un âge autour de 3 millions d'années. Et donc, on a une altération qui va recommencer autour de 3 millions d'années. Donc, en général, on met un tilté 3 millions d'années parce qu'on n'est pas une méthode. Déjà, il faut voir que c'est tout neuf. Il n'y a pas grand monde qui fait ça. On est dans le début voilà, et souvent, on a une erreur qui est liée à ce qu'on peut dater, au volume qu'on date. Donc, en gros, on sait qu'on voit un changement majeur autour de 3 millions d'années. Je ne sais pas si c'est 3,5, je ne sais pas si c'est 2,8. Mais c'est autour de 3 millions d'années. Ok, merci. Ce qu'on voit aussi sur les biologistes, ils sont un peu meilleurs que nous. Ils ont une erreur qui est plus petite. Donc, on peut se poser la question aussi de la calibration de leur système chronologique, mais bon, là, c'est une question... Ouais. Après, je pense que ce qui est important là, déjà, c'est dans un premier ordre de grandeur de voir qu'on obtient toujours les mêmes genres de gamme d'âge. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Ce qu'on voit aussi, j'en ai pas parlé ici, mais on voit qu'on a la nappe d'eau qui commence à revenir autour de 8 millions d'années. Et on sait à 8 millions d'années, c'est exactement le timing de la transcontinentalisation. C'est aussi le timing sur lequel le niveau de la mer était très élevé à cette époque-là. Donc, en fait, tout remonte. Ça permet aux sédiments de passer de l'ouest à l'est. Et puis, d'avoir une nappe d'eau qui est en cohérence, hein, donc très élevée. Et qui permet aussi
d'avoir des territoires nouveaux pour les anguilles et de se disperser sur l'ensemble du territoire. Ok, merci bien. Merci. J'avais une petite question pour Cécile, si personne d'autre ne veut poser une question. Assez rapidement, Cécile, avant de passer à l'exposé suivant, voire une petite pause. J'avais une interrogation concernant l'adéquation entre modélisation ab initio et les données expérimentales. Il me semble que c'est toujours des mailles un peu simples. Qu'est-ce qui se passe si tu commences à inclure des impuretés, des éléments traces? Autrement dit, la question, c'est quelle est l'adéquation entre système naturel et modèle théorique? Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que je vous ai fait le modèle simple. Mais avec mes collègues, on a déjà fait tout ce qui est substitution, montrer l'impact de la substitution sur le changement de la diffusion. On a aussi caractérisé l'impact des lacunes sur la diffusion de l'hélium et on a aussi modélisé l'impact des radiation damage sur la structure cristalline et sur la rétention d'hélium. Ce qu'on voit, c'est que on sait que plus on va avoir des défauts, plus on va avoir une structure cristalline qui va être naturelle et plus l'hélium va être retenu dans la structure cristalline. Donc, ce qui est bien, parce que plus on va avoir de défauts, plus l'hélium va être retenu et donc plus notre chronomètre va être encore mieux un chronomètre. Donc, merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, je te remercie. Une petite, juste un petit commentaire. Ce qui était intéressant, dans le 8 millions d'années, c'est une date qui revient un peu partout. On a l'expansion des plans de C4 au même moment. Et puis, 3 millions d'années, c'est aussi des choses qu'on voit en Asie. C'est des dates qui sont vraiment qu'on retrouve assez souvent dans la littérature avec différentes méthodes. Oui, en fait, je pense que là, l'intérêt de regarder et de dater ces sols tropicaux, c'est que ça nous ouvre l'accès à une archive qu'on ne regardait pas avant. Et je pense que c'est ça qui est nouveau et qui va nous permettre de pouvoir apporter énormément d'informations sur le comportement du continent face à l'altération et au changement climatique. Parce que voilà, plus on a de CO2, plus on altère, moins on a de CO2. Il y a toute une relation grande longueur d'onde qui est importante. Merci. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci Cécile. Alors, je ne pense pas qu'on puisse t'applaudir, mais par contre, tout le monde dans la petite fenêtre réaction peut utiliser le petit applaudissement, ce que je suis en train de faire. Merci. Lisa, tu sais nous expliquer quelle est la suite? Est-ce que tu penses qu'on fait un petit break, quelques minutes? Je pense que c'est un peu court pour les chatrooms. Oui, j'ai créé un chatroom maintenant et pour 5 minutes. Parfait. Ça va? Alors, okay. Comment on fait pour y aller, Cécile? Comment on fait pour y aller, Lisa? J'ai appuyé sur un bouton et tu arrives dans un chatroom. On verra, ok? Ouais, ok, j'ai compris.